je voudrais passer la parole à Michel Taubert, maître de conférences de langue et littérature hébraïque, moderne et contemporaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Michel Taubert est un spécialiste de l'œuvre d'un écrivain israélien contemporain, Aaron Appelfeld, que nous connaissons, un auteur dont les écrits témoignent d'un rapport intense et conflictuel entre le passé et le présent. Son intitulé de sa conférence s'appelle « L'écriture d'Aaron Appelfeld ou la réincarnation d'une mélodie ». Merci Michel. Merci Christian. Bien, alors de même que Régine, je vais légèrement modifier mon titre, mais non pas mon sujet. En fait, ce nouveau titre, c'est toi Régine qui me l'a soufflé. Quand l'écriture devient un accès à la vie d'après et aux souvenirs d'avant. Cette formule me paraît tout à fait convenir à Aaron Appelfeld, dont je retrace en 2 lignes pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, écrivain de langue hébraïque, né à Tchernowitz en 1932. Il vit actuellement, non plus à Jérusalem, mais à Givatayim, aujourd'hui. Il est né donc dans cette partie de l'Europe orientale, la Bucovine, qui fut de culture et de langue germanophone pendant près de 2 siècles. Et bien que né à l'époque où la Bucovine était passée sous gouvernement roumain, Appelfeld a grandi en allemand. En 1941, lors de l'opération Barbarossa, les Allemands donc envahissent la partie soviétique dans laquelle il était et il entend le bruit, le claquement plutôt de la balle qui tue sa mère. Il se retrouve par la suite dans un ghetto avec son père, puis dans un camp de travail duquel il va s'évader seul dans des conditions qu'il n'a pas encore révélées jusqu'à ce jour. Et il va errer pendant près de 3 ans dans les forêts d'Ukraine, toutes proches, tout seul, en se faisant passer pour un petit garçon ukrainien. Il avait appris un petit peu cette langue grâce aux domestiques de la maison. Et ce seront 3 années de quasi-mutisme où il sera élevé, comme il dit, il fera ses universités auprès de prostituées qui le recueillent, de brigands, de bandits de grand chemin. Puis les soviétiques arrivent, il sera être cuisinier dans l'armée rouge avant d'être récupéré, si je puis dire, par les jeunes groupes de juifs venus de Palestine à la recherche justement d'enfants orphelins. Et il prendra un bateau sur les rivages de l'Italie du Sud pour la Palestine où il arrive en 1946. À ce moment-là, il intègre une ferme école où il apprend à la fois l'hébreu et il se retrouve avec cette nature qu'il a découverte et qui va rester au plus profond de lui-même, très fortement imprégné. Par la suite, il fera des études de littérature hébraïque et yiddish à l'Université de Jérusalem avant de devenir lui-même un enseignant et l'écrivain que l'on sait. Une très grande partie de ses œuvres, mais non pas la totalité, est traduite et continue à être traduite aux éditions de l'Olivier. Et la plupart, d'ailleurs, vous pouvez les trouver en livre de poche. Alors, avant de parler de l'écriture d'Appelfeld comme de la réincarnation d'une mélodie, et ceci est une allusion à une très célèbre nouvelle yiddish de Yitzhak Leibush Peretz, justement, la réincarnation d'une mélodie, je voudrais évoquer rapidement les langues d'Aaron Appelfeld. Nombreuses sont les voies qu'emprunte un juif pour rentrer chez lui, affirmait Aaron Appelfeld en 2001. Il s'agit bien entendu d'un retour spirituel aux sources juives qui, aux yeux de l'écrivain, sont les seules à offrir à l'individu juif la connaissance de lui-même. Le gnoti se auton juif, le connais-toi toi-même, passe par une connexion, un rattachement aux racines ancestrales. En s'inspirant de cette citation, on pourrait dire, concernant la langue d'Aaron Appelfeld, nombreuses sont les langues qu'emprunte un juif pour rentrer chez lui. Pour l'écrivain, le point de départ de son écriture est lié à une disparition totale, absolue, non seulement des êtres chers, mais aussi de la langue maternelle et des langues apprises, ou plutôt entendues, dans le cercle familial. Quel moyen alors, quelle voie emprunter pour retrouver l'accès à ce monde englouti
Par quel langage le faire revivre? C'est là que se trouve la pierre angulaire du cheminement littéraire d'Aaron Appelfeld. Plusieurs langues l'ont marqué de leur empreinte dans son enfance. 2 langues juives, l'hébreu et le yiddish, et l'allemand, la langue maternelle, à la fois aux antipodes des 2 premières et intimement mêlée à l'éclosion de la langue yiddish, langue juive par excellence. Lorsque vient pour Appelfeld le moment de prendre la plume pour rentrer chez lui, je le recite, il compose dans un premier temps de la poésie en yiddish, une langue qu'il vient d'apprendre tout fraîchement à l'université. Il découvre alors que cette langue représente une passerelle précieuse. Née à la fois la langue de mère allemande et de père hébraïque, elle seule est à même de tisser le lien indispensable entre l'Europe juive, germanophone d'avant-guerre, et l'État d'Israël, hébréophone, où les personnages d'Appelfeld déambulent tels des exilés en terre étrangère. Grâce au yiddish, sœur jumelle de l'hébreu, nous dit Dov Sadan, grand critique littéraire israélien, le jeune écrivain opte pour une langue à la fois ancestrale et en même temps tout à fait neuve, une sorte Alt-Neue Sprache, aurait pu écrire Theodor Herzl, puisqu'elle incarne une langue étrangère apprise à l'âge de 14 ans. L'hébreu possède en outre un avantage inestimable. La langue plurimillénaire n'a pas connu, elle, la Shoah et ses avatars, tels que la déperdition de sens qui affecte les langues européennes, juives ou non. Paul Celan ne peut écrire qu'en allemand, mais à quel prix, et pour lui, et pour la langue, que le poète malmène et torture jusqu'à la désarticulation totale. Le yiddish, quant à lui, est devenu, selon l'expression forgée par Rachel Hertel, la langue de personne. Après le génocide, écrit-elle, le poète yiddish se trouve placé face à 4 impossibilités. L'impossibilité d'écrire, l'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire dans une langue morte, l'impossibilité d'écrire dans une toute autre langue. Or, non seulement l'hébreu ne présente aucun des stigmates de l'anéantissement, mais il éveille chez Appelfeld une mélodie oubliée, l'expression est de lui, tout droit sortie des prières de ses grands-parents, auxquels précisément il n'avait pas accès enfant. Dans Histoire d'une vie, et non pas de ma vie, l'écrivain évoque un souvenir de sa petite enfance. Âgé de 6 ans, il accompagne son grand-père à un office de Shabbat dans la petite synagogue que le grand-père a érigée à côté de la maison. Grand-père se penche et me montre le livre de prière. Des lettres grandes et noires pointent sur ces pages jaunes. Je ne comprends rien. C'est la maison de Dieu et les gens viennent ici pour sentir sa présence. Je suis le seul à ignorer la façon dont on s'adresse à lui. Si je parvenais à lire le livre de prière, je verrais, moi aussi, les prodiges et les mystères. Ainsi, l'appropriation de l'hébreu par Appelfeld est le fruit d'un paradoxe. Tout enfant, la langue lui apparaît d'abord sous un jour menaçant, pour la simple raison qu'elle lui est inconnue et par conséquent hostile. Mais simultanément, il a l'intuition qu'il s'agit là d'une langue de merveilles et de mystères dont la connaissance lui apprendra la révélation divine. Bien plus tard, Appelfeld adopte la langue de son aïeul en la marquant au coin de sa poétique personnelle. Il dote la langue, sa langue, de colorations nouvelles, créant des images et des métaphores inédites. De nouveaux langages émergent, évoquant non seulement la mémoire de l'enfance, mémoire individuelle, mais aussi la mémoire de 100 ans de judaïsme en Europe centrale et orientale. La langue hébraïque fait ainsi résonner, sous la plume d'Appelfeld, bien d'autres langues qui sont tout autant de voies et de chemins qui ramènent l'écrivain juif chez lui, à la maison, comme il le dit lui-même. Et voici la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère. Un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent, elle est voilée. Paul Verlaine, qui me paraît tout à fait correspondre à cette langue maternelle à la recherche de laquelle Appelfeld va vouer toute son écriture. Équation. Langue égale musique égale mère.
Il apparaît que l'allemand comme langue maternelle devient très difficilement maniable dans l'après-Shoah. Appelfeld, lui aussi élevé dans la culture allemande, a été contraint, durant ses années d'errance, d'enfouir sa langue maternelle au plus profond de lui-même, la crypte évoquée tout à l'heure. Pour lui, comme pour Paul Celan, l'allemand est indéfectiblement lié à la figure maternelle. Il écrit également dans Histoire d'une vie « Ma langue maternelle était l'allemand. Ma mère aimait cette langue et la cultivait avec soin. Prononcés par elle, les mots fusaient, limpides, comme savent teinter ces clochettes exotiques de cristal. » Mais la langue maternelle est également la langue du bourreau. Et c'est là véritablement que réside le terrible dilemme de cette langue, à la fois langue maternelle, langue du bourreau, comment peut-elle être utilisée par les survivants ? La poésie de Paul Celan apporte une réponse univoque, à jamais dépossédé de la langue de son enfance. Il lui incombe de torturer cette langue, de la défigurer jusqu'à la détruire. La douleur est d'autant plus vive que la langue maternelle est au sens propre la langue de la mère. Martine Broda, traductrice de Celan, souligne que bien que la mère transmette la langue à elle identifiée, cela n'empêche pas pour Celan que cette langue, pourtant mère, soit toujours à retuer. Et elle cite pour illustrer ce propos un poème de Ossip Mandelstam, poète russe, auquel Celan dédie son recueil La rose de personne. Voix juive, sans relâche, mère comme elle résonne, je m'éveillais dans mon berceau sous le rayon du soleil noir. Le rapport à l'allemand d'Appelfeld demeure de la même façon placé sous le signe de la dualité. Dans Essai à la première personne, inédit en français, il écrit « Plus que tout, nous brûlait notre langue maternelle. Dans cette langue, l'odeur de la mort était encore fumante. L'allemand est encore une fois la langue associée à la destruction par le feu. » Toujours animé par cette ambivalence qui sous-tend son rapport à l'allemand, Appelfeld se demande, je le cite, « Comment parler à nouveau dans une langue trempée dans le sang des Juifs ?» tout en donnant immédiatement la réponse. « Ce dilemme, écrit-il, si grave fut-il, n'entamait en rien ma certitude que mon allemand n'était pas la langue des Allemands, mais la langue de ma mère. Il était clair que si je la retrouvais, je lui parlerais dans la langue de mon enfance. » Je souhaite rappeler, dans la mémoire de l'enfant Appelfeld, est demeurée vivace la connotation musicale entre sa mère et l'allemand. Ceci évoque bien sûr immédiatement la triade mère, berceuse, enfant, qui aboutit inexorablement à la séparation entre la mère et l'enfant, adoucie par la mélodie maternelle dont le souvenir demeure gravé dans la mémoire enfantine. De cette disparition et de ce silence maternel, Vladimir Yankelevitch écrit « Le silence maternel est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire ensemble, silence originel d'où toute musique procède et silence terminal auquel toute musique revient, comme les fleuves reviennent à la mer après avoir bouclé le cycle cosmique. Le silence est tout entier résonance de cette musique de la mer et ses vibrations ne s'évanouissent que le temps d'un voyage. La musique finit par revenir vers la mer. C'est ce qui se produit chez l'écrivain qui, ayant perdu à la fois et sa mère et sa berceuse, c'est-à-dire sa langue, les réunit toutes deux dans une même entité. C'est en vain, écrit Appelfeld, que je m'efforçais de conserver ma langue maternelle dans un milieu où j'étais forcée d'apprendre une autre langue, à savoir l'hébreu. Ma langue maternelle s'effilochait de semaine en semaine et à la fin de la première année, elle était réduite en cendres. Cette douleur avait une double signification. Ma mère avait été assassinée au début de la guerre et durant toutes ces années, je portais son image en moi, avec la foi qu'à la fin, je la retrouverais et nous pourrions reprendre notre existence comme auparavant. La langue de ma mère et ma mère se confondaient. À présent que cette langue s'éteignait, je sentais ma mère mourir une seconde fois en moi. Donc cette triade évoquée est reconstituée dans l'imaginaire de l'enfant Appelfeld. Mère, langue et enfant sont bien réunis, comme dans la période de l'enfance de l'auteur. Le vocable utilisé ici par l'écrivain est d'ailleurs beaucoup plus significatif en hébreu. Il ne parle pas de yaldut, enfance, mot classique, mais de yankut,
qui se réfère à la toute petite enfance, la racine de ce mot désignant l'allaitement. Il s'agit bien de cette période de symbiose idyllique entre la mère et l'enfant qui est placée sous le signe de la nourriture à la fois matérielle, le don de l'énergie vitale, et spirituelle, la transmission de la musique, c'est-à-dire de la langue. Appelfeld précise par ailleurs que son rapport à la langue est depuis toujours lié au sens. Depuis mon enfance, je détestais les mots pompeux et ampoulés, je leur préférais les petits mots tranquilles, ceux qui évoquent les parfums et les sons. Cette déclaration d'amour filial renvoie aux sensations léguées par sa mère et qui allient le charnel, les parfums, au spirituel, les sons. Appelfeld semble ici répondre comme en écho au célèbre vers de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Certes, le poète français attribue à la nature ce pouvoir de correspondance entre langage et sensation, mais les mots jaillissent, sollicités par les sens dans une même osmose, et la fusion des uns et des autres est ressentie de façon analogue. Force est pourtant au jeune Appelfeld, fraîchement émigré dans cette Palestine mandataire, de constater que le processus de perte de l'allemand est inéluctable. Privé de langue, écrit-il, je suis semblable à une pierre. Privé de langue, je vais flétrir, lentement, dans la laideur, comme en hiver flétrit le jardinet derrière la maison. L'absence de langue a de lourdes conséquences, puisqu'elle équivaut pour Appelfeld à être privé de la capacité de ressentir. Quand la langue maternelle n'a plus besoin des mots. Dans son roman paru en français en 2011 sous le titre de L'homme qui dormait toujours, Appelfeld donne littéralement corps à cette rencontre avec sa mère disparue, mais retrouvée par le truchement du rêve. Le personnage mi-fictif, mi-autobiographique du roman se retranche du réel dans de longues périodes de sommeil, au cours desquelles il retrouve les siens. Les conversations avec ses parents lors de ces séances de rêve l'aident à renouer le fil interrompu de la relation parent-enfant, principalement autour de la question de la langue maternelle. Les parents et surtout la mère comprennent que leur fils a du mal à communiquer dans sa langue maternelle. Même si le père affirme que l'on ne perd jamais sa langue maternelle, il a conscience que l'on ne pourra plus parler comme on le faisait. Or, la réponse du jeune héros, témoigne du cheminement accompli, non seulement dans le rapport à la langue maternelle allemande, mais dans le lien à la langue en général. Il écrit « Papa, crois-moi, maman et toi êtes enracinés en moi. Quant à la langue, même si j'oublie tous les mots qui nous reliaient, vous serez toujours avec moi et nous nous parlerons toujours comme nous l'avons fait. » Les mots cessent d'occuper la première place à l'intérieur de la langue et la musique des voix prend le relais. Ainsi, la langue maternelle peut se réincarner et avoir la place qui lui revient, à l'intérieur même de la langue d'adoption, à savoir l'hébreu. Un peu plus loin, dans ce même roman, symbole d'un parcours initiatique pour accéder à l'écriture littéraire dans une langue maternelle transfigurée, Appelfeld évoque la quête difficile de la mélodie juste, réincarnation de la langue. Je m'essaie à des mélodies différentes, mais il est évident que je dois commencer par la première vision que j'ai de la maison. C'est là qu'est enfouie la mélodie transmise par mes parents. Je n'oublie pas la promesse que je me suis faite. Si jamais je parviens à écrire, je mêlerai à mon écriture la musique de ma mère. Ainsi, l'allemand, langue maternelle, accède à la réincarnation et se fait musique sous la plume de l'enfant devenu écrivain. Il n'est pas anodin de rappeler qu'Appelfeld se met à écrire en hébreu lorsqu'il atteint l'âge qu'avait sa mère lorsqu'elle a été assassinée. C'est un peu comme s'il offrait à sa mère la possibilité de s'exprimer dans cette musique de la langue qui fut sienne. Lorsque l'adulte se remémore la voix maternelle lui lisant un livre de contes, non seulement la langue se fait musique, mais la nature alentour répond en écho à cette musicalité par son propre chant, physique cette fois. Elle le lisait lentement, d'une voix paisible, et je sentais à travers tout mon corps les grands acacias de la cour protégeant la maison répandre sur nous leur vigueur et leur sérénité. Si la langue maternelle se réincarne par la grâce de la musique, elle trouve aussi d'autres voies par le truchement de l'écriture. L'écrivain qui demeure en contact permanent avec l'enfant qu'il a été
comprend peu à peu que seule une écriture qui le ramène à la maison, selon ses propres termes, peut le relier complètement à ce qu'il a perdu et en premier lieu à la langue de sa mère. La maison signifie donc son père et sa mère, mais aussi tous les lieux où ils ont été ensemble. Dans l'un de ses rêves, qui revêt toute l'apparence de la réalité, le narrateur confie à sa mère que les Carpates, les montagnes de son enfance, sont toujours restées au plus profond de lui et qu'il se doit y retourner pour ne plus se sentir exilé. Cet exil est également celui de la langue et celle-ci a le pouvoir de se réincarner et donc de ressusciter sous de multiples formes. « Maman, dit-il, je me dois de le faire. Ce que je ne parviens pas à comprendre, les arbres me le raconteront, les rochers et les collines. Et si je ne vois pas ces merveilles, l'enfant qui est demeuré en moi me les montrera. » Ainsi, au bout d'un long cheminement et d'un combat intérieur, Aaron Appelfeld réussit à enchasser sa langue maternelle à l'intérieur de l'hébreu, sa langue d'adoption et de reconstruction. Pour Appelfeld lui-même, l'allemand est intrinsèquement lié à la musique de la voix maternelle. Par conséquent, non seulement cette langue maternelle évoque simultanément la figure de sa mère disparue, mais en outre, il s'opère une symbiose entre les deux. L'écrivain finit ainsi par dissocier son allemand de la langue des nazis, lui s'exprime uniquement dans la langue de sa mère. Celle-ci se révèle être bien autre chose qu'un ensemble de vocables unis, régis par une syntaxe ordonnée. Elle a le pouvoir quasi surnaturel de se réincarner à travers la musique, les paysages et le rêve. Elle opère une transmutation à l'intérieur de la langue hébraïque et l'osmose s'accomplit au point que l'écrivain fait entendre la voix maternelle qui s'exprime en allemand par le biais de l'hébreu. On pense ici au Dibuk, cette âme morte, errante, qui, dans l'impossibilité de trouver l'âme sœur, habite le corps d'un vivant et s'exprime par sa bouche. L'allemand endosse le rôle du Dibuk, mais de façon positive cette fois, puisqu'il permet au narrateur non seulement de dialoguer avec sa mère dans sa langue maternelle, mais aussi de devenir écrivain et de poursuivre ainsi la vocation paternelle. La voix connue et chère de Verlaine se fait à nouveau entendre, les mots cèdent la place à la chanson bien douce qui ressuscite la langue maternelle et ramène l'enfant devenu écrivain jusqu'à la maison de son enfance, de ses parents et de ses paysages intérieurs. Je vous remercie. Il est important de dire un mot en écho des paroles très belles de Michel Taubert. Dans la littérature israélienne, c'est un philosophe israélien qui l'a dit, il y a deux tendances très fortes. Il y a d'une part le devoir de mémoire et d'autre part les droits à l'oubli. C'est la raison pour laquelle il convient de préciser que l'œuvre d'Aaron Appelfeld se situe clairement dans l'idée d'un devoir de mémoire à travers une littérature qui affronte le passé et les drames du passé.